Est-ce que vous avez déjà entendu parler de joueurs qui pour X ou Y raison auraient paralysé, détruit voire perturbé le bon fonctionnement de leur jeu vidéo favori ? Si cette notion vous dit quelque chose, je vous rassure, c'est tout à fait normal. Et les griefs, ou tout autre problème pouvant mettre à mal un jeu vidéo, c'est quelque chose de bien plus courant qu'on l'imagine, et même si par défaut et en toute logique des choses, on associe souvent ces événements à des comportements malveillants exécutés via l'intermédiaire de logiciels tiers ou de hacking pur et dur, il arrive que le point de départ de ces catastrophes virtuelles soit bien plus simple qu'on ne l'imagine. En d'autres termes, hackers et cheaters n'ont absolument pas du tout le monopole dans ce domaine, et c'est même tout le contraire. Par exemple, dans les expériences dites solo, je pense que vous savez tous et toutes qu'il est assez facile de trouver moultes actions permettant, sans tricher, de totalement anéantir vos jeux. Tuer le mauvais PNJ au mauvais moment, sauvegarder au mauvais moment, utiliser tel ou tel sort dans la mauvaise pièce et paf, vous êtes soit bloqué à tout jamais, soit votre sauvegarde vous dit bisous je m'envole, je suis corrompu. Dans les jeux multi, c'est tout de suite une autre histoire, et ces chapitres, dignes des plus grandes mésaventures des plus malchanceux des gamers, ont souvent des conséquences bien plus catastrophiques, puisqu'en plus de s'étaler sur un nombre indéfini de personnes, réussissent souvent à être provoqués par monsieur et madame tout le monde, des joueurs lambda, qui en connaissance ou non de cause, malmènent leurs propres univers, allant jusqu'à, dans certains cas, forcer les studios à intervenir. Bonjour, c'est Ico, et aujourd'hui je vais vous parler de 4 moments où des joueurs ont totalement détruit de manière temporaire ou définitive leur jeu et celui des autres. D'ailleurs, ça fait complètement écho à la vidéo qu'on a fait sur les hackers qui ont détruit des jeux. N'hésitez pas à aller voir et à vous abonner, bien entendu, si le contenu vous plaît. J'aimerais vous parler du sponsor de cette vidéo, Enlisted, un MMO de tir à la première personne qui vous plonge dans les batailles les plus emblématiques de la Seconde Guerre mondiale. Le jeu est disponible sur PC, PS5, Xbox Series X et S et les consoles de la précédente génération avec prise en charge multiplateforme. Enlisted vous propose de participer aux combats à grande échelle qui impliquent en même temps des soldats, des véhicules légers et blindés ainsi que l'aviation, à vous de choisir avec quelle unité combattre, et j'ai particulièrement apprécié le mode squad qui permet de contrôler toute une équipe en donnant les ordres à chacun des soldats. En plus, vous restez en jeu tant qu'il y a des membres de votre squad sur le terrain. Chaque soldat est un individu qui apprend et progresse sur le champ de bataille. Vous pouvez modifier son équipement et ses compétences avec le temps. D'ailleurs, les équipements, mais aussi les uniformes, les véhicules et les lieux sont faits dans le respect des réalités historiques. Ils comportent beaucoup de détails et sont souvent limités voire rares, en accord avec les faits de l'époque. Utilisez le lien en description pour télécharger Enlisted et y jouer gratuitement dès maintenant. Grâce à ce lien, vous obtenez 3 jours de temps premium et plusieurs commandes de troupes et d'armes pour un bon départ. Merci pour votre soutien et bon visionnage. La communauté du cristal, quand les joueurs bloquent l'histoire d'Acheron's Call. Quand on parle d'anciens MMORPG, on a tendance à penser World of Warcraft, Guild Wars, RuneScape, Dofus, et j'en passe, bref, de vrais géants à l'ancienne, si grands, et là depuis si longtemps qu'on pourrait croire qu'ils ont tout inventé, et sont là depuis toujours. Pourtant, si on prend la totalité des MMORPG qui ont pu naître dans les PC des chambres de gamers, il est assez aisé de voir que ceux-ci sont loin d'avoir le monopole des situations un peu abracadabrantesques, et que bien d'autres avant eux en ont vu de vertes et des pas mûres. Un petit peu comme Acheron's Call, qui en plus d'être l'un des piliers des MMORPG modernes, peut surtout se targuer d'être devenu malgré lui un véritable cas d'école. Je vais vous expliquer. Sorti tout droit de l'esprit de 4 étudiants de l'Artificial Intelligence Lab du Brown, dans l'état du Rhode Island, Acheron's Call s'est vite construit comme le projet d'une vie, les jeunes hommes étant bien décidés à construire, je cite, ce qui serait le plus grand et le plus long jeu de rôle de tous les temps. De bien belles ambitions qui demanderont beaucoup d'argent, et ça tombe bien puisque Jonathan Montserrat, l'un des créateurs, vient tout juste de toucher une grosse somme après s'être fait renverser par une voiture. Un financement inespéré qui permettra au groupe d'amis de recruter une dizaine de personnes avant de les entasser dans la maison familiale de Montserrat, aux plus grandes dames de sa mère. Oui, donc le début de cette aventure, c'est une idée de jeu de rôle façon D&D en ligne et un accident de voiture. Et encore oui, effectivement, les photos que vous voyez sont bien celles de la petite équipe. Oui, c'était digne d'une LAN. Mais si je vous montre tout ça, c'est pas pour rien. Déjà parce qu'on aime bien mettre en avant l'histoire des jeux qu'on aborde, mais surtout puisque, en plus d'être assez spécial, dans ce cas précis, ça a un réel lien avec l'événement qu'allait connaître leur futur jeu, qui allait de manière assez déroutante voir se retourner contre Acheron's Call la propre philosophie de ses développeurs, celle qu'ils voulaient offrir aux joueurs, une aventure où leurs voix et leurs actions
compte pour de vrai. Le jeu finit par sortir en 1999. Entre-temps, Microsoft est devenu l'éditeur. C'est un franc succès et le MMO, fort des mécaniques de combat audacieuses, de ses gains au loot aléatoire et de son système d'allégeance permettant de créer des empires de joueurs en l'échange d'expérience ou d'aide, s'installe confortablement aux côtés d'Ultima Online et d'EverQuest. Un jeu vidéo fait par des passionnés, pour des passionnés, qui cependant va très vite faire face à un tout petit problème. Nous sommes le 20 novembre 2000 et le studio Turbine Inc. déploie l'événement Shard of the Herald, point final de toute une année de mises à jour. Des mises à jour mettant en scène le récit de la libération de Bazel-Zaron, un être maléfique divisé / emprisonné entre 6 cristaux, devant être détruit un par les joueurs afin de pouvoir passer au suivant et avancer dans l'histoire. On est sur quelque chose d'assez basique. Un enchaînement de quêtes ajouté via des mises à jour et en théorie, rien ne devrait mal se passer. En théorie, oui. Puisqu'alors que le tout dernier fragment tombe assez rapidement sur les divers serveurs, le studio se rend compte que quelque chose cloche sur l'un d'entre eux, Thistledown. Sur celui-ci, les joueurs ne semblent pas attaquer le fragment. Enfin, certains essayent, mais d'après les sources, sont visiblement repoussés par d'autres joueurs. En fait, c'est même pire que ça, puisqu'on parle d'une centaine de combattants avec à leur tête une bonne dizaine de monarques. Ce sont des joueurs plus puissants que la moyenne grâce à leur position forte dans le système d'allégeance, qui font face au reste d'un serveur bien embêté, puisque officiellement bloqué dans l'histoire tant que le fragment est debout. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais là on parle d'une poignée de joueurs qui ont décidé pour la totalité de leur serveur que ça s'arrêtait là. Ils venaient de casser le cours de l'histoire d'Acheron's Calls, ce qui n'était pas prévu du tout. Pour Shard of the Herald, nous voulions donner aux joueurs le choix de défendre le fragment ou de le détruire. Et ce qui a suivi était probablement l'événement le plus dramatique de tout ORPG à ce jour. Pour être dramatique, ça l'est. Les défenseurs tiennent bon, ils tiennent même très bien, et plus le temps passe, plus ceux-ci s'organisent. Des rotations de gardes sont faites, et certains se sacrifient d'eux-mêmes au fragment pour lui offrir expérience et niveau afin de le rendre plus résistant. C'est juste dingue, et même si on peut supposer que c'était tout à leur honneur de vouloir empêcher la libération d'une entité démoniaque, pour le studio et pour les autres joueurs du serveur, tout ça, c'est un gros problème qu'il fallait absolument résoudre sous peine de perdre le contrôle du dit serveur. Oui, parce qu'il va de soi que les développeurs n'avaient pas d'histoire alternative prévue et qu'il était hors de question d'en faire une uniquement pour Thistledown. Heureusement, après quelques tentatives infructueuses, Turbine Inc. a enfin trouvé LA solution et comptait bien offrir le combat épique qu'attendaient les joueurs. Désireux de respecter le côté roleplay de la chose, le studio a convoqué un certain Vidorian, un autre monarque du serveur très récemment couronné maître des ténèbres, suite à sa victoire lors d'une compétition réunissant les plus grands joueurs du jeu. Ce titre n'a absolument rien d'anodin puisque fait de Vidorian l'un des serviteurs de Bazel-Zaron, maintenant appelé à venir libérer son maître. Les développeurs avaient choisi leur champion et comptaient bien lui donner tous les outils nécessaires pour mettre fin à Shard of the Herald. Des outils comme 2 généraux des ombres PNJ, incarnés par des membres du staff, des buffs bien secs et bien nerveux, et un bonus d'attaque de 12 000% sur son arme. Ça fait beaucoup, 12 000%. Vidorian sera repoussé plusieurs fois par les courageux défenseurs. Les lignes de défense tiendront bon des heures durant, mais le maître des ténèbres et ses généraux sont juste bien trop forts. Ils n'ont absolument aucune chance et finiront par se faire laminer par l'envoyé des développeurs. Le fragment finit par être détruit, libérant Bazel-Zaron et mettant fin à l'un des premiers gros cassages de jeu totalement légitimes de l'histoire du jeu vidéo, bien qu'il soit ici temporaire et assez encadré. Pour vous dire, tout ça c'était si formateur pour le studio qu'ils finiront par rendre hommage aux défenseurs. Dans l'ensemble, nous avons beaucoup appris de l'événement. Maintenant, nous avons une meilleure compréhension des choses et nous remercions nos joueurs d'avoir supporté ce processus d'apprentissage. L'ambiance ce mois-ci était vraiment très excitante, cependant, j'aimerais insister sur le fait que nous ne sommes pas intervenus pour faire perdre les défenseurs. Nous l'avons fait parce que les défenseurs avaient gagné. Et pour cela, nous les félicitons. Ainsi, pour leur courage, les défenseurs de Thistledown seront récompensés par un monument unique sur lequel sera gravé leur nom en l'honneur de la défense du fragment. Une bien belle manière de saluer la toute première simili-prise d'otage d'un jeu vidéo, mais aussi et très certainement l'un des événements, voire l'événement, qui fait qu'aujourd'hui peu de développeurs se risquent à laisser de réel libre arbitre aux joueurs dans des MMORPG modernes. C'est dommage. Mention honorable tout de même à ce studio qui l'a joué RP jusqu'au bout, et ça c'est stylé. Les petits robots bien trop envahissants, World of Warcraft.
Si j'utilise les mots-clés comme World of Warcraft, économie et marché gris, il est quasi sûr que ça va provoquer chez pas mal d'entre vous un petit flashback à base de bien trop longues sessions à l'hôtel des ventes ou de rendez-vous douteux avec des codes sellers très on vend, t'achètes et puis on se barre à Orgrimmar, DH, un gros torrent et je parle en Loktar au gare. Ah, y a pas à dire, le God Selling c'était assez ghetto au départ, hein. Bref, l'économie dans les MMO c'est quelque chose d'important, mais c'est aussi quelque chose de très sensible, qui même si les développeurs ont techniquement la main dessus, peuvent être perturbés par le moindre grain de sable. Comme je sais pas moi, le tout premier logiciel grand public de botting. Retour en 2005, World of Warcraft est sorti depuis quelques années maintenant et compte à la louche plusieurs millions de joueurs à travers le monde. Pour l'époque, c'est juste colossal et la Blizzard Supremacy semble bien partie pour durer, dont elle est arrivée à séduire toujours plus de gamers. Le problème, c'est qu'en parallèle, beaucoup de ces joueurs et de ces joueuses découvrent aussi l'investissement en temps et en énergie que sont les MMORPG. Une petite tache noire au tableau que beaucoup vont tenter d'atténuer à l'aide d'un petit logiciel sorti la même année, Glider, aka WoW Glider, aka MMO Glider. Oui, il a eu plein de noms, mais vous allez vite comprendre pourquoi. Développé par MDY Industries, une vraie société tout ce qu'il y a de plus déclaré, et Glider s'est vite répandu à travers la communauté World of Warcraft comme le must-have. Pour 25$, vous aviez le droit à un automatiseur de tâches clé en main, permettant entre autres choses de vous battre, de looter, de réparer vos équipements, voire singer totalement certains comportements humains pour accomplir des actions liées à vos métiers. C'est un monstre de praticité, et le logiciel part comme des petits pains. En tout, c'est plus de 100 000 copies de Glider qui seront vendues et sûrement tout autant qui seront piratées dans le but d'envahir Azeroth de personnages sans âme, assoiffés d'expérience et de loot, et qui petit à petit vont se répandre telle la gangrène. Et si aujourd'hui, ce genre de truc, on appelle ça un bot? Au début des années 2000, même si le terme était le même, la perception et le comportement à avoir avec étaient encore un petit peu flous, sur tous les points. Sur l'aspect purement technique, Blizzard n'a pas encore les outils pour y faire face, et si cependant l'utilisation de ceux-ci est officiellement interdite pour sanctionner un joueur, il faut absolument qu'il soit signalé, soit attrapé la main dans le sac. Dans les deux cas, c'est long, c'est fastidieux, mais surtout, ça n'arrête pas le problème. Sur le plan juridique, rebelote, le studio a beau traîner en justice MDY Industries, c'est une première pour le système judiciaire, et MDY semble bien décidé à se défendre, n'hésitant pas à expliquer que Glider n'existe que pour surmonter les défauts de conception dans l'environnement de World of Warcraft. Débutera une longue joute juridique qui va durer de 2006 à 2008 et pendant laquelle le logiciel tiers va continuer à se vendre par pack de 12. C'est une véritable calamité pour Blizzard, mais aussi pour le jeu qui, malgré tout, va se retrouver totalement altéré par les joueurs utilisant Glider. Puisque même si au début c'est innocent et semble principalement utilisé pour du leveling, peu à peu les utilisateurs de Glider vont devenir un vrai fléau pour l'économie du jeu, au point de quasiment la détruire. À cause d'eux et de leurs ressources et or générées quasiment H24, l'inflation est tellement rapide par rapport à la normale qu'on parle même d'une surinflation. Le marché est totalement manipulé et se retrouve même alimenté par d'autoproclamés botteurs professionnels, oui, sérieusement, qui à défaut de générer beaucoup d'or sans effort, n'hésiteront pas à le vendre directement contre de l'argent réel ou à des sociétés tiers qui elles-mêmes vont le diluer dans l'économie. Un énorme cercle vicieux qui, en plus de détruire la notion même d'affaires, va diviser la communauté en 3 factions. Celle qui botte, celle qui ne botte pas mais achète de l'or et celle qui subit. L'économie venait d'être réduite en miettes pour une minorité de joueurs avides de temps et surtout avides d'argent. Alors Blizzard finira tout de même par avoir gain de cause en juillet 2008, lorsque le district d'Arizona de la Cour des États-Unis finira par trancher en sa faveur, jugeant MDY Industries coupable d'ingérence délictueuse et de violation de droits d'auteur, les condamnant à 6 millions de dollars d'amende. Une petite victoire, certes, mais en Azeroth, le mal était fait. World of Warcraft ne pouvait plus revenir en arrière et devait maintenant vivre avec la totalité des séquelles laissées par Glider et tous les joueurs l'ayant utilisé de manière plus que volontaire, ne laissant derrière eux que le souvenir de cette époque où bots et communauté étaient bien trop proches et où certains joueurs n'ont pas hésité à mutiler leur propre jeu quitte à le faire boiter pendant des décennies. Après, même si on a pris un côté très alarmiste, faut admettre que Blizzard s'en est quand même bien sorti après ça. Ils ont récupéré le code source de Glider, ont pris le contrôle de tous les noms de domaine et ont même implanté le jeton WoW pour tenter de garder la main sur l'économie. Donc presque 20 ans plus tard, ça va, mais ça a quand même chauffé. Drama sur Tatooine, la fausse monnaie de Star Wars Galaxies.
On va rester sur le drama économique, mais cette fois-ci avec un petit peu plus de sel, mais aussi de destruction. Ici, je vous préviens, les joueurs en question ont, de manière un tout petit peu bête, détruit un pan entier de leur jeu. Est-ce que vous connaissez le Star Wars Galaxies? Apparu au milieu de l'année 2003 sous l'égide de Sony Online Entertainment Inc., anciennement Verant Interactive, Star Wars Galaxies s'est vite imposé comme l'une des premières variantes futuristes face au MMO fantasy qui dominait le marché. L'idée était plutôt simple, attirer les fans de la franchise et les amoureux de la science-fiction jusqu'ici un petit peu délaissés. Une approche qui va payer, propulsant Star Wars Galaxies parmi les MMORPG les plus peuplés du début des années 2000. Et même si beaucoup rongent leurs freins en essayant de devenir Jedi sans comprendre comment, le succès est au rendez-vous et joueurs et joueuses comme journalistes s'extasient devant les presque 30 métiers possibles et exploitables, en plus des classes et de la bonne dizaine de planètes explorables. 10 planètes, c'est très bien, pas besoin d'un millier. Avec autant de succès et de potentiel sur le long terme, c'est difficile de se dire que quelque chose puisse mal tourner. Du moins, jusqu'à ce que ça tourne mal, justement. Et il n'a pas fallu attendre très longtemps, moins d'une année, pour être plus précis. Nous sommes en 2004 et les joueurs de Galaxy vaquent à leurs occupations habituelles. Les médecins soignent, les mercenaires mercenarisent, toi-même tu sais, et les politiciens font la sieste entre deux pots de vin, parce que c'est RP après tout. L'ambiance est bon enfant et les tirs de blaster tonnent au loin, mais au milieu de ces affaires, certaines voix commencent à se faire de plus en plus fortes. Il y aurait des individus qui distribuaient des crédits galactiques. Oh oh! La nouvelle fait vite le tour des planètes, même des serveurs, et beaucoup affirment haut et fort qu'ils auraient reçu des pourboires démesurés pour des services assez minimalistes. La belle affaire, me diriez-vous? Des riches qui ne savent plus quoi faire de leur crédit. Mais tant mieux! Sauf qu'en réalité, tout ça n'est pas aussi beau que ça en a l'air. La vérité, c'est que ces crédits, ils ont été dupliqués à l'aide d'une faille par un certain Bruce Lee. Je sais, je suis désolé, mais j'y peux rien, c'est son nom. Dès qu'on parle d'un sujet sérieux, il y a toujours un gars avec un pseudo comme ça. Je pense que c'est naturel. Rapidement, la communauté se rend compte que l'odieux personnage n'a pas fait que découvrir la faille. En plus de ça, il l'aurait diffusé à ses amis qui en auront fait de même jusqu'à ce que le précieux secret de son exploitation atteigne des proportions pour le moins problématiques, du moins suffisantes pour que les loupards paniquent en chœur et décident d'inonder le jeu et plusieurs serveurs avec leur monnaie mal acquise, avec l'espoir que, comme ça ne remonte pas jusqu'à eux. C'est un peu comme si, en soirée, pour couvrir le fait que t'aies vomi sur le chien de la maison, tu foutais le feu à la baraque pour faire diversion. Et là, je vous préviens, parce que c'est juste magistral, puisqu'en plus de pas fonctionner, ça va sans trop de surprise aggraver la situation. Chez Sony Online Entertainment, tous les voyants sont au rouge et ni une ni deux, le studio va annoncer ceci. Une faille liée à des crédits a fait surface. Nous avons les logs des transactions financières de chacun et nous savons qui transfère et où l'argent est transféré. Faites attention à ne pas recevoir d'importantes sommes d'argent de n'importe qui. Nous allons suspendre puis bannir toutes les personnes ayant participé à cet abus, ce qui comprend le transfert ou la réception de fonds. Le transfert ou la réception de fonds, cette fin de phrase aussi anodine soit-elle, va déclencher une panique incontrôlable et terriblement destructrice pour les serveurs les hébergeants. Après l'avoir lu, ou en tout cas après en avoir entendu parler, les joueurs et joueuses innocents et innocentes ayant reçu des crédits vont commencer à essayer de s'en débarrasser par tous les moyens. Les marchands sont pris d'assaut, les artisans sont sollicités pour tout et n'importe quoi, et les pourboires, impossible à refuser dans Star Wars Galaxies, tombent de manières aléatoires. Peu importe que tout ça mette à sac la plupart des zones, toutes les méthodes semblent bonnes pour ne pas être attrapées avec des crédits interdits. Une période compliquée, on va dire, pour les joueurs et les joueuses, et qui va le devenir encore plus quand les bans vont vraiment commencer à tomber. Apparemment, il y avait un gosse de 12 ans qui était danseur dans un bar. Quelqu'un lui a donné un pourboire de 10 000 crédits, lui a accepté en pensant que c'était juste généreux, et il a été banni. En tout, ce sont des milliers de comptes qui vont être suspendus ou bannis suite à cette affaire, tandis que les crédits dupliqués seront en totalité supprimés. Les joueurs sont tout bonnement furieux de la gestion de l'affaire par le studio, et beaucoup s'estiment ruinés à jamais après avoir fait affaire avec la mauvaise personne, tandis que d'autres hurlent au scandale suite à leur bannissement. La grogne monte, des attroupements se forment et beaucoup de planètes deviennent des zones de protestation qui seront considérées comme malveillantes avant d'être dispersées à grands coups de téléportation et ou fermeture temporaire de leur serveur. Une affaire qui pourrait presque faire sourire si au final celle-ci n'était pas responsable d'une crise économique majeure pendant une bonne année en jeu et d'une fuite soudaine de dizaines de milliers d'abonnés vers le tout nouveau World of Warcraft.
Tout ça à cause de quelques joueurs et de très mauvais choix d'un studio. Et là vraiment je crois qu'on peut pas faire plus tomate salade oignon de la destruction. Il y a absolument tout. On a des joueurs qui exploitent la faille, ceux qui, pris de panique, vont brouiller les pistes sans réfléchir, et en bout de fil on a le studio qui va frapper dans le tas en réfléchissant encore moins, même pas après. Des champions quoi hein. Trahison et gros dragon, EverQuest. Quand on parle EverQuest, normalement, on pense soit à très vieux jeux vidéo, soit à pas grand chose. Parce que c'était il y a très longtemps et décidément personne peut vraiment vous en vouloir pour ça. Par contre, si je commence à vous parler d'un dragon un petit peu céleste, bien destructeur, bien stylé, là normalement, rien qu'avec ces images-là, ça devrait vous parler un petit peu, tant la bestiole est connue pour son invincibilité notoire, mais aussi pour la controverse qu'elle se traîne depuis 2003, année où Sony Online Interactive, oui, encore, avait jugé bon de le faire disparaître en plein combat alors que tout le monde allait réussir l'impossible en le tuant. Mais je vous rassure, c'est pas de cette affaire dont on va parler aujourd'hui. Mais non, mais nous ce qu'on veut c'est de l'erreur tactique, de la destruction gratuite et insensée. Et ça tombe plutôt bien puisque c'est arrivé il y a à peine quelques mois sur EverQuest 1999. Imaginé dès 2009, EverQuest 1999, c'est le petit mais non moins ambitieux projet d'un groupe de joueurs passionnés souhaitant faire revivre à qui le veut les frissons des premières années d'EverQuest. C'est un peu comme World of Warcraft classique, sauf que là, c'est EverQuest. C'est de l'émulation, il y a de nouveaux serveurs qui sont lancés tous les 3-4 ans, mais surtout c'est legit et gratuit. Le projet fonctionnant sous autorisation légale et avec la bénédiction de Daybreak Game Company, le nouveau nom de Sony Online Entertainment. Oui, parce qu'ils ont encore changé entre temps. Du pain béni pour les personnes ayant vécu ou raté le lancement d'EverQuest en 1999 et qui, pour le plus grand plaisir de tous, a rouvert ses portes en 2019. Un petit trip old school qui va durer 3 ans, où va régner une expérience aussi pure que hardcore à travers le monde de Norat et ses 2 premières extensions. Enfin, ça, du moins, c'était jusqu'à ce que certains décident de semer la zizanie. Oui, parce que dans EverQuest, et en particulier dans le projet 1999, faut savoir qu'il existe un genre de tout petit accord pas vraiment officiel, non tacite, mais plutôt clair entre les groupes de guildes, et qui dit, dans les grandes lignes, que on va pas taper le gros dragon invincible. Les raisons de cette règle digne du Fight Club sont assez simples. Le dragon en question, il a pas le temps de niaiser. C'est un world boss caché au fin fond du raid Sleeper Tomb qui dès son réveil va s'envoler et mettre à feu et à sang la région avant de disparaître à tout jamais, emportant avec lui tous les autres boss du raid qui, eux, sont possibles à vaincre et à loot. Du coup, finir Sleeper Tomb et volontairement aller réveiller le dragon qu'Eraffirm, au lieu de quitter la zone, c'est s'assurer de tuer une bonne partie des joueurs connectés, mais aussi de priver à tout jamais le serveur d'un précieux loot. L'idée en elle-même est super bonne, dans un jeu tel qu'EverQuest, ça écrit une histoire et ça crée tout un mythe derrière ceux qui en ont bavé et ont été récompensés pour avoir affronté cette épreuve, mais qui, sur un projet tel que EverQuest 1999, prend un sens tout de suite plus dramatique. Le contexte étant posé, je pense que maintenant ça y est, on peut revenir à la fameuse zizanie du 13 avril 2022. Une journée funeste où la SEAL Team, une guilde dominante du serveur, décida qu'après des mois de quasi-monopole sur le raid, il était temps de réveiller Eraffirm. Et tant pis pour les autres, il n'avait qu'à être meilleur. En une poignée de minutes, Eraffirm massacre la totalité du groupe d'éclaireurs venu le sortir de son sommeil avant de se précipiter complètement enragé sur le reste des membres de la SEAL Team. L'inégalité des forces est écrasante et malgré l'expérience, l'organisation et l'équipement de la guilde, le dragon finit par prendre la fuite, ne laissant derrière lui qu'un parterre de cadavres, quelques extraits vidéo pour marquer le coup et un raid qui restera vide jusqu'à la fin du serveur. Et même si tout ça sonne très combat épique, très bataille finale, la réalité c'est que dans ce contexte, la SEAL Team venait en quelques minutes de priver des milliers de joueurs d'un raid tout entier et de ses loots. Pour rien, pour nada. Ce qui, vous en conviendrez, est très embêtant sur un serveur censé durer plusieurs années et qui était aussi censé permettre à tous d'explorer ce qu'ils n'avaient pas pu faire il y a 20 ans de ça. La réaction est évidemment immédiate. La plupart des joueurs sont furieux et même si les SEALs tentent de se défendre en parlant de moments de partage, d'objectifs de jeu ou d'événements ouverts à tous, parce qu'après tout, l'objectif, c'est pas la fin, c'est les amis qu'on se fait sur le chemin, beaucoup les accusent d'avoir agi de la sorte uniquement pour ne pas être rattrapés par d'autres guildes qui commençaient à contester le raid et donc le précieux loot.
Je ne comprends pas comment vous pouvez croire à vos propres excuses. Même les membres de votre guilde ne semblaient pas à l'aise avec le fait de réduire unilatéralement le contenu du jeu que nous aimons tous. Profitez de l'infamie que vous venez de créer. De toute façon, la plupart d'entre vous quitteront cette guilde pour ne pas avoir à subir la honte de votre acte envers nous. Alors il y a bien une partie des Seals qui ont essayé en Tsum Tsum de mettre ça sur le dos d'une branche dissidente façon House of the Card. Mais c'était trop tard, et leur nom venait à jamais d'être lié à ce terrible événement, assez égoïste et facilement comparable à des enfants qui ont peur de devoir prêter son jouet et vont préférer le casser, eux qui ont eu pourtant tout le temps de en profiter jusqu'ici. Et vu que tout ça n'est pas interdit, ils s'en sont sortis, le serveur continue sa petite vie, mais voilà, plus personne ne pourra jamais tenter sa chance dans Sleeper Tomb, du moins jusqu'au prochain projet 1999. Et ben voilà, je pense qu'on a fait encore une fois une vidéo très très déprimante à ranger du côté de toutes les vidéos déprimantes qu'on a pu faire sur la chaîne. Parce qu'après tout, pourquoi pas? C'est rigolo, je vous avoue qu'après avoir parlé de tout ce bazar, je crois que je me sens limite plus blasé pour tous les joueurs qui ont dû subir ça que les joueurs eux-mêmes au moment des faits. Alors je vous rassure, au cas où vous ne l'auriez pas senti et que ça vous inquiéterait, ce genre d'événements, ces destructions de jeux et autres perturbations, ce sont de vraies licornes du gaming, des événements à part entière qui sont instantanément isolés et analysés pour justement éviter qu'elles ne se reproduisent. Même si je vous avoue que dans certains cas, comme Acheron's Call, je trouve pas ça si grave que ça, comme destruction de jeu. C'est même assez stylé dans un contexte RP. Aujourd'hui, reproduire une faille, perturber l'économie d'un jeu ou couper une partie de la communauté d'une forme de contenu, peu importe laquelle, c'est juste impensable et à peu près tous les moyens sont mis en place pour éviter ça ou dans les cas extrêmes pour pouvoir rattraper le coup quand c'est nécessaire. Du moins sur le papier en tout cas. Oui, parce que c'est sûr, si vous commencez à faire confiance à n'importe qui, genre Amazon Games, bon, là très clairement on peut rien vous promettre, mais vous cherchez aussi quand même les gars. En tout cas, n'hésitez pas à nous partager vos petites expériences destructrices rencontrées en jeu ou provoquées par vous-même, qui sait, peut-être que vous serez dans une partie 2. N'oubliez pas d'utiliser le lien en description pour télécharger Unlisted et profiter de bonus premium. Ne mangez pas de chewing-gum sous les bureaux à l'école! Ils ont plus de goût! C'était Ico, ciao!